Oui, alors bonjour à tous. Merci de votre intérêt pour le groupe Entreprise en santé. Bienvenue à ce webinaire qui est intitulé Comment devenir le patron de sa santé mentale, l'autogestion en milieu de travail. Alors, mon nom est Danielle Germain, je suis conseillère au contenu pour le groupe Entreprise en santé. Je suis en compagnie de Sophie Meunier et de Bruno Collard, qui sont nos conférenciers aujourd'hui. Alors, je vous les présente brièvement. Sophie Meunier est professeure au département de psychologie à l'UQAM depuis juin 2016. Elle possède un doctorat en psychologie du travail et des organisations et plusieurs années d'expérience comme consultante et psychologue organisationnelle auprès de différents types d'entreprises. Ses intérêts de recherche se situent principalement au niveau de la santé psychologique au travail. Bruno Collard, quant à lui, travaille depuis 13 ans au sein de l'organisme Revivre, qui vient en aide aux personnes vivant avec un trouble anxieux, dépressif ou bipolaire, ainsi que leurs proches. En tant que directeur clinique de l'organisme, il supervise et assure la qualité des interventions et des activités cliniques. Il a dirigé la conception et la validation du programme J'avance, qui comprend entre autres un atelier d'autogestion en milieu de travail. Alors voilà, avant de commencer, je vous invite à regarder au bas de votre écran les menus d'options pour la plateforme de webinaire. Donc, vous pourrez utiliser la section questions et réponses pour nous transmettre vos questions par écrit tout au long du webinaire. Et puis, on prendra un moment à la fin de la présentation pour répondre là, aux questions qui auront été reçues. Alors, sur ce, je vous souhaite un excellent webinaire et je cède la parole à Sophie et Bruno. Super. Donc, bonjour tout le monde. On est bien content d'être ici avec vous ce matin pour ce webinaire sur l'autogestion de la santé mentale en milieu de travail. Donc, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet parce qu'on va être sûr de bien rentabiliser là, notre temps. Alors, premièrement, pourquoi c'est important de s'intéresser aux problèmes de santé mentale en milieu de travail? D'abord, on sait parce que c'est des problèmes qui touchent plusieurs personnes, beaucoup de personnes. Donc, on dit que les problèmes de santé mentale toucheraient une personne sur 5 et la majorité de ces personnes-là vont être dans des tranches d'âge de la population active, donc vont souvent être des travailleurs. Si on regarde d'ailleurs la prévalence de troubles de santé mentale dans un échantillon composé uniquement de travailleurs, on se rend compte que c'est encore plus élevé que ce qu'on rencontre dans la population générale. En milieu de travail, les deux troubles qu'on va retrouver le plus sont en fait les troubles anxieux et la dépression, qui vont toucher respectivement là, dans une année, dans une période de 12 mois, environ respectivement 900 000 et 1,5 million de Canadiens. Donc, des troubles qui sont très présents, qui sont très répandus et qui vont nécessairement affecter là, le milieu de travail. On dit que les problèmes de santé mentale figurent maintenant parmi les causes d'invalidité les plus fréquentes et les plus coûteuses. Si on regarde juste du côté de l'absentéisme, on dit que chaque semaine, il y a 500 000 travailleurs canadiens qui vont s'absenter du travail à cause d'un problème de santé mentale. Et on sait aussi que les absences liées à des problèmes de santé mentale sont souvent plus longues que celles qui sont liées à d'autres types de problématiques. Mais malgré tout ça, l'absentéisme, ça serait seulement un peu l'espèce de pointe de l'iceberg parce qu'on a aussi plusieurs personnes qui vont se présenter au travail malgré leurs symptômes, malgré le fait qu'ils vivent avec un problème de santé mentale et ça peut nécessairement altérer leur fonctionnement au travail. C'est ce qu'on va appeler là, le présentéisme, donc le fait d'être présent au travail, mais d'avoir sa performance, son fonctionnement altéré à cause de son état de santé. Ce que les études nous disent jusqu'à date, c'est que les coûts qui sont associés au présentéisme seraient 5 à 10 fois plus élevés que ceux qui sont associés à l'absentéisme. Donc, encore là, une problématique qui est très importante, qui a des impacts sur autant les travailleurs que sur leur organisation. Et bon, on va se demander, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider ces nombreux travailleurs-là? Nous, on pense que, entre autres, l'autogestion, ça peut être une option intéressante à cet effet-là. OK, parfait. Donc, qu'est-ce que c'est l'autogestion? Donc, la définition, on va parler, c'est vraiment un ensemble de stratégies qu'un individu va mettre en place au quotidien pour gérer ses symptômes, optimiser sa santé et prévenir les rechutes. Alors, ça peut être des comportements très simples, comme le fait de consulter des ressources d'aide, comme par exemple un programme d'aide aux employés, mais ça peut aussi être des éléments qui vont faire appel à des sphères plus cognitives, comme par exemple de trouver des stratégies afin de restructurer certaines croyances un petit peu plus irrationnelles
ou encore chercher dans son entourage des sources de soutien émotionnel ou des façons d'évacuer les émotions négatives. L'autogestion, c'est une approche qui a pris naissance dans le traitement des maladies chroniques physiques. C'est une approche qui est beaucoup reconnue dans le traitement de ces maladies-là. Puis, souvent, quand on veut donner la définition, on va faire référence à ce type de maladie-là parce que c'est très concret, puis je pense que ça illustre bien ce que c'est cette approche-là. Donc, moi, je fais toujours un parallèle, par exemple, avec les gens qui vivent avec le diabète. Bien, ces personnes-là, ils doivent adopter au quotidien toutes sortes de petits comportements pour être capables de rester en santé. Par exemple, ils doivent vérifier leur glycémie, ils doivent prendre leur insuline, ils doivent faire attention à leur alimentation, ils doivent faire un peu d'exercice aussi. Donc, c'est toutes sortes de petits comportements qu'ils doivent faire par eux-mêmes dans leur quotidien. Le traitement de leur maladie, ça ne se passe pas juste, par exemple, une fois par 6 mois quand ils sont dans le bureau du médecin, mais ça se passe à tous les jours par des petits gestes qu'ils vont mettre en place. De plus en plus, là, on reconnaît que l'approche d'autogestion peut aussi s'appliquer pour le traitement des maladies de nature psychologique ou des problèmes de santé mentale, même si dans certains cas, ce n'est pas nécessairement des maladies qui vont être chroniques, c'est quand même des maladies où on a un haut taux de récurrence, donc un haut taux de rechute, et où même quand on est rétabli, il faut quand même faire attention, il faut quand même être vigilant pour être certain de garder là, une bonne santé mentale. Donc, une approche qui s'applique quand même bien là, dans ce contexte-là. Ce que vous voyez maintenant à l'écran, c'est la façon dont on a articulé un petit peu l'autogestion. C'est-à-dire qu'on peut retrouver 4 piliers de l'autogestion: connaître, évaluer, choisir, agir. Et vous allez voir, l'idée derrière tout ça est toujours d'amener la personne à adopter un rôle plus actif dans l'entretien de sa santé, non pas seulement quand ça va pas bien ou quand la personne traverse des difficultés ou des crises, mais essentiellement aussi quand elle a retrouvé l'équilibre. Premier pilier, connaître, c'est se connaître soi-même, connaître ses forces, connaître ses limites également, connaître les signaux d'alerte et les symptômes, la façon dont ça va se manifester. Si on prend par exemple la dépression ou un trouble anxieux, on peut s'entendre sur ce que ça va représenter de façon générale pour arriver à faire un diagnostic. Sauf que ça ne va pas se manifester spécifiquement de la même façon forcément chez tout un chacun. Et au-delà des symptômes, il y a lieu aussi de s'interroger sur quels vont être les premiers qui vont apparaître. Donc, à quels indices je vais pouvoir me fier pour m'apercevoir un peu plus tôt que mon état est en train de se détériorer et qu'il faudrait que je déploie certaines stratégies pour en prendre soin et ou si par exemple, la détresse augmente un peu, à quelles ressources je vais m'adresser. Donc, connaître également quelles sont les ressources qui sont à ma disposition. Bien sûr, le PAE. Oui, il peut y avoir le médecin, il peut y avoir aussi de la psychothérapie, tout ça n'exclut pas ça, mais encore faut-il savoir quel est le rôle de chaque professionnel et à quoi ça va servir et avoir des attentes réalistes par rapport à l'apport de chacune de ces ressources-là. Ensuite, évaluer son état de santé, les fluctuations, évaluer son état de stress également. Donc, développer des aptitudes d'auto-observation qui, encore une fois, vont permettre d'aiguiser un petit peu plus le réflexe pour réagir un petit peu plus rapidement. La notion de choix, elle est très importante puisque n'importe quelle stratégie ou outil employé va avoir beaucoup plus de chances de fonctionner si la personne en fait le choix conscient et qu'elle sait pourquoi elle le fait. Donc, plutôt que d'être dans un modèle davantage prescriptif, par exemple, de la part d'un professionnel, voici la liste de choses que tu dois faire et si tu fais tout ça adéquatement, tu vas te rétablir. Donc, plus d'amener la personne à réfléchir à quelles sont les stratégies qui risquent le plus de fonctionner pour elle et qu'elle choisit d'adopter, ce qui vient également avec une part de responsabilité. Et le dernier pilier, agir. Donc, il n'y a absolument rien qui va fonctionner tant et si longtemps que la personne ne met pas en application les stratégies choisies. Donc, n'importe quelle démarche d'autogestion ou même de soutien à l'autogestion vise à ce que la personne mette en application les stratégies qu'elle aura déterminées et se pose des petits gestes au quotidien. Donc, maintenant qu'on comprend un peu mieux la définition du concept de l'autogestion, on va se demander comment ça peut s'utiliser en milieu de travail, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça en milieu de travail. Je voudrais du côté de la recherche, il y a déjà quelques études qualitatives où on a rencontré des employés qui vivaient avec des problèmes de santé mentale en entrevue.
Et ces employés-là indiquent que le fait d'avoir certaines stratégies pour être capable de mieux gérer leurs symptômes au travail, ça les aide beaucoup à mieux fonctionner au travail, à avoir un meilleur maintien là, en milieu de travail. On voit quand même déjà quelques avantages là, à l'autogestion par rapport à d'autres approches en milieu de travail. Premièrement, le fait que ça va permettre d'augmenter le sentiment d'efficacité personnelle, le pouvoir d'agir du travailleur. Souvent, ce que les employés vont dire dans ces entrevues-là, dans ces études-là, c'est qu'ils se sentent très impuissants par rapport à leur milieu de travail. Ils sentent qu'ils n'ont pas de pouvoir sur leur environnement de travail, qu'ils doivent seulement subir les effets négatifs de leur milieu de travail, puis c'est très démobilisant pour eux. Alors, certains, qu'en leur donnant certaines stratégies qu'ils peuvent par eux-mêmes mettre en place, bien, ça va contribuer là, à augmenter ce sentiment d'auto-efficacité-là qui est très important là, dans leur établissement. Aussi, l'autre avantage, c'est que, étant donné que l'autogestion, c'est des petits gestes, des petits comportements que je peux adopter par moi-même sans nécessairement être obligé d'en parler à tout le monde dans mon entourage, sans nécessairement qu'on soit obligé de changer complètement mon environnement de travail, bien, ça laisse au travailleur une marge de manœuvre par rapport à la divulgation de son état de santé. C'est sûr que dans un monde idéal, on voudrait vraiment que les travailleurs soient dans des milieux qui sont ouverts ou qui sont à l'aise de parler de leurs problématiques et où ils peuvent recevoir le soutien, peut-être et les accommodements nécessaires. Or, on sait que c'est pas toujours le cas. Je vous ai mis une petite statistique ici où on dit qu'il y a seulement à peu près un travailleur canadien sur 4 qui serait à l'aise de parler à leur employeur de leurs problèmes de santé mentale. Donc, pour le 3/4 de ces autres travailleurs-là, bien, l'autogestion, ça peut quand même donner déjà une option là, intéressante pour commencer. Ce que vous voyez ici, c'est un schéma qui est tiré d'un des ateliers qu'on a construit. Je croyais que ce serait intéressant de vous le partager ici. C'est une façon qu'on a de décliner un petit peu les cycles de fonctionnement d'un employé dans son milieu de travail par rapport à sa capacité à remplir ses fonctions, à accomplir ses tâches au quotidien en lien avec la santé mentale. Donc, quand les gens nous arrivent, s'adressent à nous pour recevoir du soutien, souvent, c'est très difficile pour eux de départager là, à travers leur état, qu'est-ce qui appartient à quoi, d'où est-ce que ça provient, etc. Éventuellement, ce qu'on leur fait faire comme cheminement, c'est de réfléchir un petit peu à, OK, bien, si vous vivez des enjeux de santé psychologique, de la dépression ou une humeur dépressive ou des symptômes d'anxiété, quelles sont les répercussions que ça peut avoir sur votre capacité à fonctionner au quotidien, mais vraiment dans le contexte du travail. Et on commence par ça en demandant à la personne, bien, comment vous reconnaissez que vous êtes dans un fonctionnement optimal? Donc, non pas maximal, mais à quoi ça correspond quand vous arrivez à faire vos journées, à remplir vos fonctions, puis vous sentez que les symptômes n'ont pas d'impact sur votre capacité à fonctionner au quotidien. Et également, en lien avec les signes avant-coureurs dont on a parlé tout à l'heure, à partir de quand vous vous apercevez que, par exemple, du côté de votre niveau de concentration, votre niveau d'énergie, les interactions avec les collègues de travail, avec le supérieur immédiat, le rapport qu'on entretient face aux échéanciers, la propension qu'on peut avoir à amener du travail à la maison, bon, insomnie, etc. Quand est-ce que les symptômes ou les manifestations d'anxiété et de la dépression commencent à altérer notre capacité à fonctionner. Et là, on amène les gens à vraiment faire une certaine introspection là-dessus. Et la raison pour laquelle on présente ce cycle-là, c'est que c'est possible si on soutient les employés à réfléchir à ce qui se passe puis à s'apercevoir de ce qui se passe un petit peu plus tôt, il y a peut-être des chances de prévenir le fait qu'on bascule du fonctionnement altéré à l'incapacité à fonctionner au travail. Donc, c'est pas une autoroute forcément lorsqu'il y a des symptômes d'anxiété ou de dépression vers l'arrêt de maladie ou vers le congé. Bien sûr, il peut y arriver des moments ou des périodes de vie où est-ce que c'est un peu incontournable, notamment quand il y a véritablement une incapacité à fonctionner. Sauf que l'idée, c'est que la personne se dote du plus grand nombre possible de stratégies pour passer du fonctionnement altéré à l'amélioration au fonctionnement directement, puis de retrouver un fonctionnement optimal éventuellement, sans forcément tomber dans l'incapacité à fonctionner. Alors, dans les démarches d'accompagnement qu'on propose, et de toute façon qu'une personne peut faire de son côté, l'idée est vraiment de trouver toutes les stratégies qui vont lui permettre de faire ce passage-là et de modifier un peu le cycle.
Donc, concrètement, à quoi ça ressemble ces stratégies-là qu'on peut utiliser en milieu de travail? Je vais vous donner quelques exemples. Je vais vous parler de l'étude Feeling Better at Work qui vient tout juste d'être publiée dans le Journal of Affective Disorders. Où dans cette étude-là, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a demandé à 3 panels d'experts. Donc, un premier panel composé d'employés qui vivent avec un problème de santé mentale, un deuxième panel composé de gestionnaires qui ont déjà eu à gérer des employés vivant avec une problématique de santé mentale, et finalement un troisième panel de chercheurs experts là, au niveau de la santé mentale en milieu de travail. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a demandé à ces 3 panels d'experts-là, on leur a remis une liste de 60 stratégies d'autogestion des troubles anxieux et de l'humeur qui peuvent être utilisées dans la vie de tous les jours. Et on leur a demandé, est-ce que ces stratégies-là s'appliquent en milieu de travail? Et ensuite, si oui, quelles sont les stratégies qui sont les plus utiles pour vous permettre de mieux gérer là, vos symptômes tout en étant au travail. Donc, je vous donne juste une petite partie des résultats. Je vous donne selon le panel des employés parce qu'évidemment, il y avait des différences entre les panels au niveau des perceptions. Mais je voudrais pour les employés, je donne le top 5 des stratégies qui ont été identifiées comme étant les plus utiles. Donc, on avait mettre des limites quant au temps et à l'énergie que je peux dédier au travail, maintenir un équilibre travail-vie personnelle, entretenir des relations positives avec collègues et superviseurs, affirmer davantage mes besoins et attentes, et finalement, prendre le contrôle de mon espace physique de travail, donc éclairage, bruit, etc. On voit dans ces 5 stratégies-là beaucoup d'éléments qui font référence au fait, encore une fois, de prendre du pouvoir, de s'affirmer, mettre des limites. On voit aussi l'importance des relations en milieu de travail avec collègues, avec superviseurs. Donc, beaucoup d'éléments qui font référence aussi à ce qu'on a vu là, quand on parlait plus de la définition de l'autogestion en tant que telle. Alors, je n'irai pas plus loin pour l'instant dans ces résultats-là. Si jamais il y en a qui ont des questions un petit peu plus sur l'étude, on pourra en discuter à la fin. Mais on voulait quand même garder du temps pour parler aussi d'une intervention là, très concrète au niveau de l'autogestion en milieu de travail. Alors, du côté de ce que nous, on a cherché à développer, Revive est un organisme qui existe depuis maintenant 28 ans et ça a commencé avec des interventions de groupe. Donc, on a toujours été au fait de l'importance du soutien social, ce qui n'est pas facile quand même en lien avec le stigma à retrouver pour ce qui est des gens qui vivent les répercussions de leur anxiété ou d'un trouble anxieux ou d'un trouble de l'humeur et que ça interfère avec leur trajectoire de vie professionnelle. Et il y avait énormément de gens qui s'adressaient à nous et qui cherchaient à rencontrer d'autres personnes, d'autres travailleurs qui étaient touchés par ça pour partager les stratégies, partager leur vécu aussi. Donc, on a construit une intervention de groupe. Je ne mentionne pas pour en faire la promotion, mais simplement que les interventions de groupe de cette nature-là, pour ce qui est des travailleurs, sont encore peu communes les gens y retrouvent quand même quelque chose d'important en lien avec le soutien social, qui est un des meilleurs facteurs de protection que les gens peuvent retrouver. Alors, c'est une intervention de groupe qui a lieu pendant 10 semaines, une rencontre de 2h30 par semaine qui s'adresse à 10 à 15 personnes. C'est sûr que je dirais que ce que les gens vont retrouver là-dedans, c'est pas la seule intervention de groupe qui existe, bien sûr, mais c'est le fait de rencontrer d'autres personnes de tous les milieux professionnels, de tous les niveaux socio-économiques aussi, de s'apercevoir que c'est pas écrit dans le front que les gens vivent des difficultés de cet ordre-là et que c'est beaucoup plus commun que les gens pensent. Alors, le fait de pouvoir partager des choses, des difficultés avec des personnes sans avoir peur de la façon dont ça va être reçu, et sans avoir peur de comment les gens vont les juger, c'est sûr que c'est un contexte de sécurité psychologique qui favorise l'introspection et le travail sur soi. Un exemple des thèmes qui sont abordés, donc sens du travail, une vision réaliste, les manifestations des symptômes, les signes avant-coureurs. Si je vous ramène un petit peu au cycle de fonctionnement, je dirais que dans tous les thèmes qu'on aborde, semaine après semaine, l'idée, c'est vraiment de lancer des thèmes, de favoriser le fait que les gens partagent leur propre stratégie, leur propre capacité d'adaptation face à l'ensemble de ces thèmes-là et se nourrissent de celles des autres aussi. Donc, on va parler également des perceptions, la gestion du stress, la question du dévoilement de ces difficultés, des accommodements et aussi, on va parler de l'arrêt de travail et du retour au travail. Petit point sensible par rapport à ça,
Bien sûr, on acquiesce à l'existence de facteurs de risque possibles à l'intérieur des organisations, mais le point focal qu'on a choisi de prendre dans notre intervention est davantage celui de ce sur quoi les employés pouvaient le plus rapidement possible reprendre du pouvoir. Donc, pour restaurer un peu le sentiment d'auto-efficacité, c'est vraiment de dire à la personne, bien sûr, les traitements sont importants, bien sûr, le milieu de travail y est pour quelque chose, mais on va essayer de s'attarder vraiment sur tous les aspects, ou en tout cas un assez grand nombre d'aspects sur lesquels la personne va pouvoir retrouver un peu de contrôle petit à petit et se doter de plus en plus de facteurs de protection et de stratégies d'autogestion. Donc, une intervention qui est quand même novatrice, qui roule déjà depuis quelques années. Par contre, il n'y a pas encore de données scientifiques, de données empiriques qui sont venues évaluer les effets de cet atelier-là de chez Revive. Et en collaboration, c'est un projet qu'on va mener au cours de la prochaine année. Donc, on a reçu un petit financement du Conseil de recherche en sciences humaines pour monter une petite équipe de recherche avec laquelle on va évaluer les effets de l'atelier d'autogestion en milieu de travail sur différents indicateurs du milieu de travail, donc sur le fonctionnement, le bien-être au travail, l'estime de soi, par exemple, en tant que travailleur. Donc, c'est un projet qui débute dès cet automne et on va commencer avec les participants de chez Revive qui s'inscrivent habituellement à cet atelier-là. Habituellement, il y a à peu près 3 ateliers par année, mais pour être capable d'aller chercher plus de participants, avoir nos résultats peut-être un petit peu plus rapidement, on va aussi essayer de faire la promotion un peu de cet atelier-là pour attirer plus de participants et aussi auprès des grands employeurs, s'il y en a qui sont intéressés soit à offrir cet atelier-là à leurs employés ou qui sont intéressés à joindre à nous, à collaborer avec nous pour ce projet de recherche-là, je vous invite à nous contacter. Vous allez voir nos coordonnées, adresse courriel à Bruno et moi à la fin du webinaire. Ça nous ferait bien plaisir de contribuer avec vous à ce super projet de recherche-là. Donc, finalement, on voulait terminer un peu notre webinaire en parlant un petit peu plus de différentes façons, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour adopter cette approche-là d'autogestion en milieu de travail, pour soutenir l'autogestion en milieu de travail. Le premier point, c'est continuer de former et d'informer les employés, les gestionnaires par rapport à la santé mentale au travail, par rapport aux différentes stratégies qui peuvent être utilisées. Oui, on en entend de plus en plus parler dans les médias, on voit qu'il y a des ressources un petit peu partout si on fait des petites recherches sur le web, mais on sent qu'il y a encore un besoin dans les milieux de travail d'avoir un petit peu plus d'outils par rapport à cet élément-là. Une étude australienne qui disait que seulement un gestionnaire sur 4 dit avoir reçu une formation sur la santé mentale au travail. Puis, par contre, on avait quand même 74, donc le 3/4 des gestionnaires qui disaient que c'était stressant pour eux de gérer un employé qui vit un problème de santé mentale. Donc, on voit que c'est des gens qui n'arrivent pas nécessairement dans leur métier avec une formation sur ce sujet-là. Si on regarde leur cursus universitaire, je ne suis pas sûre qu'ils ont eu beaucoup de cours sur la santé mentale en milieu de travail. Et on voit que c'est un besoin pour eux, peut-être d'en savoir plus, d'être davantage outillés. D'ailleurs, comme je vous disais tantôt dans l'étude de Feeling Better at Work, on a aussi remarqué qu'il y avait certaines différences au niveau des perceptions par rapport aux stratégies qui étaient les plus utiles entre les gestionnaires et les employés. Donc, parfois, les gestionnaires de bonne volonté se disaient, voilà, je pense que ces stratégies-là seraient très aidantes pour mes employés, pour les aider avec leur santé mentale, mais les employés, d'un côté, disaient, non, nous, c'est pas nécessairement ces stratégies-là, c'est plutôt ceux-là qui nous aident. Donc, on voit déjà que parfois, juste la communication entre les différentes parties, ça peut être quelque chose à améliorer aussi en ce sens-là. Le plus important, et je pense que c'est un des messages clés du webinaire aujourd'hui, c'est que les gestionnaires, en fait, ainsi que les ressources humaines ont vraiment un rôle névralgique à jouer pour soutenir l'autogestion des employés, de leurs employés. Et mais ça demande des gestes répété, ça demande vraiment un entretien très courant pour instaurer un climat d'ouverture et une certaine culture de santé mentale. Et je dirais que c'est sûr que pour avoir fréquenté un peu les activités proposées par les groupes entreprises en santé, on a eu accès quand même à beaucoup d'entreprises qui avaient clairement cette volonté ferme-là que de faire ce qu'ils pouvaient faire pour justement faire naître et nourrir une culture de santé mentale au sein de leur organisation. Et à ce titre-là, c'est sûr que les
gestionnaires, à partir du moment où ils ont dans leur mire le fait de vouloir cultiver le pouvoir d'agir des employés, puis de stimuler les stratégies qu'ils peuvent mettre en place et avoir un rôle actif là-dedans, le rôle de soutien est primordial. C'est pour ça qu'on aime souvent le mot, soutenir l'autogestion. Donc, l'idée, c'est pas de laisser l'employé gérer tout ce qu'il peut gérer lui-même sans lui offrir un soutien. La composante de soutien est super importante. Le gestionnaire peut aussi aider à repérer les signes de fonctionnement altéré. Puis à partir du moment où il y a un lien vraiment, un lien de confiance significatif à l'égard de la santé mentale avec les employés, bien, toute la discussion devient beaucoup plus facile et il y a moins de méfiance mutuelle pour ce qui est des enjeux liés à la dépression puis à l'anxiété. Lorsque l'employé sent vraiment que son gestionnaire souhaite tout simplement l'accompagner puis soutenir une bonne santé mentale, une santé mentale positive, non pas juste en période de crise. Donc, démontrer les habiletés d'écoute active, c'est des choses que les gens savent quand même déjà beaucoup. Accompagner dans la mise en place d'accompagnement et référer vers des ressources d'aide appropriées. Et à ce titre-là, il y a le site web de stratégie en milieu de travail sur la santé mentale, en stratégie de santé mentale, qui est une initiative de la Great West. Il y a une véritable mine d'or d'informations là-dessus, notamment sur la façon d'adopter un rôle plus consciencieux à titre de gestionnaire. Et il y a également toute une série de témoignages de gens qui se sont rétablis en lien avec leur vie professionnelle et il y a plusieurs de ces vidéos-là qui ont été faites en français, qui vont paraître à l'automne prochain, qui vont être lancées. Alors, je vous invite à rester au courant de ce qui se passe de ce côté-là. Et puis, parfois, ça peut aider de voir d'autres personnes qui partagent leur vécu et qui se sont rétablies pour ce qui est d'entretenir l'espoir et de voir quelles sont les stratégies d'autogestion que d'autres personnes ont utilisées. Donc, un dernier point qu'on voulait aborder avec vous, ça concerne tout le fait de ne pas oublier toute l'importance de l'environnement de travail. Depuis le début du webinaire, on vous parle d'autogestion, on parle d'une approche qui semble un petit peu plus individuelle, où le travailleur peut par lui-même mettre en place certains éléments. Mais ça ne veut pas dire que tout repose nécessairement sur le travailleur. Donc, on a beau avoir dans notre coffre à outils une panoplie de stratégies d'autogestion, si notre environnement ne nous permet pas de les mettre en place, ces stratégies-là, ou si on est dans un environnement de travail néfaste, ben, c'est sûr qu'à ce moment-là, ça ne fonctionnera pas de façon optimale. D'ailleurs, ce qu'on voit dans les études aussi, c'est que les programmes de promotion de la santé qui sont les plus efficaces sont vraiment ceux qui combinent à la fois une approche un petit peu plus individuelle où le travailleur a un rôle à jouer et une approche un peu plus organisationnelle où on va agir un petit peu plus sur l'environnement de travail. En même temps, il y a de plus en plus d'exemples de ça où est-ce que des organisations vraiment ont une stratégie, puis c'est quelque chose de très soutenu et qui nécessite un engagement de la haute direction. Dans ce temps-là, c'est sûr que quand les employés sentent que leur organisation est derrière eux, puis ils font des efforts, bien, après ça, c'est beaucoup plus facile pour eux de pas se responsabiliser, mais de savoir qu'il y a aussi une partie qui leur appartient. Et tout le monde y gagne, en fond. Lorsque les employés sentent qu'ils sont soutenus par leur organisation pour déployer des petits gestes au quotidien, bien, tout le monde court plus de chances d'éviter que la personne se ramasse en fonctionnement altéré ou en incapacité à fonctionner, puis ait besoin de quitter pour prendre soin d'elle. D'où le message clé, la santé mentale au travail, une responsabilité partagée. Donc voilà, on est un petit peu plus rapide que prévu. On était très à cheval sur notre temps, mais c'est super. Ça m'a laissé quand même du temps pour vos questions. S'il y a des points, vous voudriez qu'on élabore un petit peu plus. Absolument. Merci beaucoup, Bruno. Merci beaucoup, Sophie. C'est vraiment une présentation vraiment très, très intéressante, éclairante. Avant de commencer à recevoir les questions, je voulais voir avec vous, en fait, vous demander, est-ce que vous avez des exemples concrets d'employeurs qui soutiennent l'autogestion de leurs employés? Oui, bien, je faisais référence à la journée de formation. Ça devient de plus en plus un facteur aussi de rétention des employés, puis pour attirer les talents, que de déployer un certain nombre d'efforts. Moi, j'ai vu des organisations qui organisaient des semaines de bienveillance envers leurs employés, puis qui proposaient
la participation à une variété d'activités dont certaines avaient rapport avec l'activité physique, d'autres plus le soutien social, les activités de groupe, d'autres en lien avec la santé mentale. Ce sont des bons exemples, puis ça envoie aussi des signaux très favorables du côté de la masse de travailleurs que de dire, ben nous, on a à cœur le fait que vous soyez bien dans votre entreprise, dans votre milieu de travail, et on va vous aider dans les initiatives vers lesquelles vous voulez vous tourner. Il y a d'autres endroits qui organisent des conférences, mais souvent, les conférences, c'est super bien pour sensibiliser, puis après, il faut qu'il y ait autre chose, donc que les gens aient accès à quelque chose d'autre. Le PAE, c'est très bien aussi. Je pense que ceux qui le font le mieux vont attaquer ça sur plusieurs fronts en même temps. Et je pense que c'est plus là la clé dans la régularité puis dans la variété des stratégies qui vont être proposées. Tout à fait. Puis effectivement, là, ce que Bruno disait au niveau de la variété, on l'a peut-être pas mentionné beaucoup dans la présentation, mais souvent les stratégies d'autogestion, c'est très idiosyncratique. Donc, c'est pas une stratégie qui va fonctionner pour tout le monde, mais chaque personne peut avoir des préférences par rapport aux stratégies qui fonctionnent mieux avec elle. Donc, effectivement, c'est plus intéressant d'avoir un éventail peut-être des fois plus varié, un petit peu plus large pour essayer d'aller répondre aux besoins de tous. Moi, je donnais des fois des exemples là, très concrets. Chez mon employeur, par exemple, là, nous, on avait reçu dans en débutant notre emploi, on recevait une petite pochette, il y avait différents outils là-dedans, mais dont un espèce de petit carnet avec des trajets de marche qu'on pouvait faire alentour de notre bureau, où est-ce qu'on travaillait, et avec les différents édifices historiques qui étaient sur notre route, qu'on pouvait voir là, selon le trajet qu'on décidait de faire. Donc, pour une personne pour qui le fait de sortir, aller prendre une marche à son heure du dîner, ça l'aide vraiment à autogérer sa santé mentale, bien ça peut être un outil super intéressant. Pour d'autres, ben, peut-être que ça ne sera pas utilisé, mais ça va être autre chose à ce moment-là. Parfait, merci. Je rappelle à nos participants aussi qu'en tout temps, vous pouvez ajouter des questions, participer à la conversation avec nous. Donc, gênez-vous pas pour poser vos questions là, dans l'onglet questions-réponses là, au bas de votre écran. Donc, à nous les écrire. On va prendre le temps d'y répondre. Je voulais aussi vous poser une autre question, en fait, par rapport aux thèmes, dans le fond, qui sont abordés dans les ateliers d'autogestion en milieu de travail. Généralement, c'est quoi les thèmes ou les problématiques qui ressortent le plus souvent ou les thèmes qui interpellent davantage les participants en lien avec leur expérience en milieu de travail? Bonne question. En fait, ce qui va souvent arriver, c'est que la personne, c'est difficile d'identifier, un peu comme je disais tout à l'heure, qu'est-ce qui est venu en premier. Mais chose certaine, c'est que à partir du moment où ça cause de l'interférence au bureau, il y a comme une responsabilité un peu partagée sur le fait que, bien sûr, peut-être que le milieu de travail dans les facteurs de stress, il est pour quelque chose, mais la plupart du temps, c'est une combinaison de beaucoup de variables, beaucoup de facteurs. Et l'employé n'est pas forcément bien de savoir que sa santé mentale interfère avec sa capacité à fonctionner. Mais quand on commence à restaurer un peu le sentiment d'auto-efficacité, puis que la personne sait qu'elle est en train de poser des gestes pour aller mieux, déjà, elle se sent mieux avec sa contribution. Pour les thèmes qui ressortent, le stigma est encore très fort. Les gens, on n'en parle pas beaucoup et souvent on en parle de façon très péjorative de la santé mentale si on regarde ce qui se passe dans l'actualité. Et les gens ne réalisent pas que pour ce qui est des statistiques qui ont été mentionnées, et c'est beaucoup plus courant qu'on le pense, et la plupart des gens travaillent alors qu'ils vivent ça. Donc, de voir que d'autres personnes travaillent à aller mieux, puis ne souhaitent pas vraiment connaître cette détresse psychologique-là, ben ça fait du bien. Alors, l'idée de savoir comment ça se passe pour d'autres, c'est quelque chose qui ressort beaucoup. L'influence aussi des perceptions, les gens s'en aperçoivent pas, mais forcément, l'humeur, l'anxiété va causer de l'interférence avec la façon dont on va envisager les rapports interpersonnels, les deadlines qu'on a, et de s'apercevoir que tout passe à travers un prisme qui est influencé par la façon dont on se sent, puis notre santé psychologique, ben ça permet la première étape pour éventuellement remettre en question la capacité, remettre en question les perceptions initiales qu'on a. Ça, c'est un thème qui ressort beaucoup. C'est sûr que l'arrêt de travail, c'est vraiment quelque chose de majeur. S'apercevoir aussi que l'arrêt de travail n'est pas toujours la meilleure solution. Donc, tu sais, pour quelqu'un qui
vit par exemple des enjeux de dépression, mais qui sont très intimement liés à une situation de vie personnelle, et qu'au travail, elle retrouve une structure dans le quotidien, un sentiment de fierté à la fin de la journée, avec une relation très bienveillante avec ses collègues de travail. Puis bon, dans la dépression, on a tendance à s'isoler. Puis que là, justement, le fait d'avoir à se rendre au boulot avec d'autres personnes, etc., bien, ça contribue à lutter contre l'isolement. Mais si on envoie la personne automatiquement en arrêt de travail puis qu'on la prive de plusieurs de ses facteurs de protection, bien, ça ne veut pas dire que c'est la bonne chose à faire. Mais en même temps, une fois qu'on se rend à l'évidence que là, on est peut-être rendu là, mais toute l'appréhension du retour au travail, c'est pas facile. Puis de voir que d'autres personnes vivent ça parfois pendant la démarche, ils peuvent partager le fait que malgré toutes les appréhensions qu'il y avait en lien avec le retour au travail, ça se passe peut-être un petit peu mieux qu'ils le croyaient. Ben, ça encourage beaucoup de gens aussi davantage vers l'action, puis une certaine prise de risque, puis d'envisager les choses un peu autrement. Les enjeux liés au dévoilement, qu'est-ce que tu dis, à qui, pourquoi, comment, à quel moment, est-ce que c'est une bonne idée, est-ce que c'est pas une bonne idée. Nous, on ne pousse pas dans quelque direction que ce soit, mais juste de favoriser la réflexion par rapport à ça, c'est sûr que c'est un thème qui est assez porteur. Vraiment très riche. Il y a beaucoup de thèmes intéressants, effectivement, mais je retiens donc d'où l'importance, en fait, d'adapter les stratégies vraiment à chaque individu par rapport à ce qui est pertinent pour la personne et dans le contexte qu'elle vit. On a reçu un commentaire, une question d'une participante, Mme Gladu, donc d'abord, qui trouve votre présentation très intéressante. Puis elle mentionne, je trouve ça vraiment intéressant, elle dit pourquoi pas appliquer le programme à tous les travailleurs, pas seulement à ceux qui ont reçu un diagnostic. Alors, j'aimerais vous entendre par rapport à ça. Tout à fait. Puis effectivement, on voit aussi dans les études, c'est pas nécessaire d'avoir un diagnostic ou d'être au-dessus d'un certain seuil clinique pour pouvoir utiliser l'autogestion ou même pour avoir des fois certains problèmes de fonctionnement au travail. C'est pas nécessaire d'avoir nécessairement un diagnostic. On peut vivre des bonnes journées, des moins bonnes journées. Donc, effectivement, oui, ça s'applique, ça peut s'appliquer là, à toute personne qui veut prendre soin là, de sa santé mentale. Oui, c'est en fait, diagnostic ou pas, tout le monde a à déployer des efforts pour prendre soin de lui et pour développer des stratégies d'autogestion. D'ailleurs, il n'y a personne qui est au niveau zéro de l'autogestion. Tout le monde, en faisant face à certaines difficultés, a eu à s'adapter à ça puis a dû déployer des moyens. L'idée est vraiment d'y arriver avec une bonne variété d'interventions possibles. Donc, oui, il y a des interventions plus grand public, puis soutenir l'autogestion de l'ensemble des travailleurs, c'est judicieux. Puis c'est judicieux de le faire bien avant qu'il soit question d'une détresse psychologique. Donc, là, c'est sûr qu'en ce qui nous concerne, la mission de notre organisme vise davantage les gens pour qui la santé mentale va causer une détresse suffisante pour que la personne ait de la difficulté à fonctionner au quotidien. Alors, forcément, on va développer des interventions plus propres à ça. Encore là, nous, pour ce qui est de l'entretien qu'on a au départ, on ne va pas demander à la personne si elle a reçu un diagnostic officiel, mais il faut quand même qu'elle se reconnaisse dans une certaine problématique. Et je pense que pour une organisation, de jouer sur plusieurs fronts puis d'y aller avec une certaine gradation puis une variété d'interventions, dont certaines vont s'adresser davantage à l'ensemble des travailleurs, c'est probablement une bonne idée, une bonne stratégie. Mais le commentaire est très pertinent. Parfait, merci. On a M. Ponsard, en fait, qui vous remercie pour votre présentation claire et concise. On parle beaucoup des employés, mais il dit, en fait, je remarque aussi qu'il y a des gestionnaires qui sont aussi sous pression de performer, de gérer, mobiliser leur équipe dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre, d'autant plus. Il rajoute, il continue en disant, certaines entreprises manufacturières doivent couper des lignes de production et composer avec des joueurs de plus en plus épuisés. C'est pas évident l'autogestion dans ce contexte qui est encore parfois aussi tabou. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, tout à fait. Puis, en fait, je dirais, dans mon cas, c'est quand j'utilise le terme employé, pour moi, c'est très global. Là, ça l'inclut à la fois les employés ou les gestionnaires, en tout cas, tous les gens de toute la chaîne hiérarchique, là, si on peut dire, parce que personne n'est à l'abri de ça, d'avoir des difficultés autour de sa santé mentale, d'avoir plus de difficultés au travail, tout ça. Donc, pour moi, ça inclut tous ces gens-là. D'ailleurs, je pense qu'au niveau, dans les ateliers, vous avez vraiment des gens de tous les statuts et de tous les niveaux hiérarchiques et on se rend compte que le vécu est quand même
similaires aussi. C'est certain qu'il peut y avoir des fois peut-être quelques spécificités au niveau peut-être du gestionnaire qui vit quand même un stress particulier, qui a quand même un certain... c'est peut-être plus difficile pour lui là, de se confier, par exemple, à ses employés, ou peut-être, souvent, ce qu'on remarque, c'est que les gestionnaires vont se sentir très seuls. Donc, de ce côté-là, je pense que le genre d'atelier, comme on parlait tantôt, de groupe, va être d'autant plus important, d'autant plus aidant pour eux. Là. C'est... Moi, je compléterais en disant, de façon un peu intuitive, c'est sûr que quand la survie de l'organisation est compromise, quand le niveau de tension, le stress qui est imposé à l'entreprise est immense, forcément, ça va se répercuter sur tous les employés, y compris en premier lieu sur les gestionnaires. C'est pas facile dans ce temps-là de dire, ben OK, ben allez prendre une marche sur l'heure du midi ou inscrivez-vous à des ateliers de yoga quand on sait que quand ils vont retourner à leur bureau, ils font face à un immense stress. Les stratégies d'autogestion ne sont pas non plus une panacée face à n'importe quelle situation organisationnelle qui forcément va mettre à mal un peu la santé mentale des gens qui y sont, puis à tous les niveaux, en premier lieu la haute direction, mais un peu tout le monde. Alors, c'est important de comprendre ce message-là. Il va toujours être question d'une balance de facteurs, des facteurs individuels et des facteurs organisationnels. Puis si les facteurs organisationnels deviennent plus pesants que ce que l'individu peut faire pour prendre soin de lui, ben c'est sûr que là, on sait plus à quel niveau ça pose problème. Là. Puis les stratégies d'autogestion, même si on les soutient, ne seront probablement pas suffisantes. C'est un peu ce que Sophie, je pense que tu disais un petit peu plus tôt dans la présentation là, sur les enjeux plus organisationnels. Oui, la responsabilité partagée dont on parlait tantôt, donc la haute direction et comment la gestion elle est faite, donc et tout ce que ça découle en fait sur l'ensemble de l'organisation, les gestionnaires et les employés. Alors ça, il faut toujours le garder en tête effectivement. Une dernière petite question avant de se laisser. On demande, est-ce que vous avez des suggestions d'activités ou des formations pour apprendre aux gens comment faire l'autogestion? Donc évidemment, il a été question des ateliers de revivre, mais est-ce que vous avez d'autres suggestions là, en ce sens-là? Il existe un outil développé par Janie Hull, professeure à l'UQAM, et son laboratoire. Ça s'appelle Aller mieux à ma façon. Je crois que si vous allez sur le site Internet de la chercheure Janie Hull, ça s'appelle Vitalité, son laboratoire de recherche, c'est possible d'avoir accès à cet outil-là. C'est des stratégies qui peuvent être utilisées dans la vie de tous les jours. Donc, elles n'ont pas nécessairement été élaborées dans un contexte de travail. Peut-être certaines s'appliquent moins, mais ça laisse quand même une liste. Là, je vous dirais, il doit y avoir une bonne 40 ou 50 stratégies possibles, très, très concrètes. Et puis, c'est un outil, là, à ce moment-là, la personne peut indiquer est-ce que c'est une stratégie qui m'intéresse, qui ne m'intéresse pas, est-ce que je veux l'essayer ou pas. Donc, on dit vraiment à la personne, choisissez. Bruno en a une copie ici. Donc, c'est un petit guide comme ça. Puis, quand je parlais des stratégies, je peux peut-être vous montrer, là. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais on a comme une liste de stratégies où on peut cocher, puis il y a plusieurs pages. Là. Donc, la personne peut vraiment regarder ce qui... Moi c'est ce que je pense que de plus complet, là, mais c'est juste que c'est pas nécessairement tout adapté au milieu de travail. Ça peut être aussi dans la vie de tous les jours. Mais on sait que c'est quand même... il y a beaucoup de liens là, entre notre vie personnelle et notre vie au travail. Hein. Ce n'est pas des barrières si étanches que ça. Donc, je pense que c'est des éléments qui peuvent aider, même si ça nous aide dans notre vie personnelle, ça finit par nous aider dans notre vie au travail aussi. C'est possible, de ce que je sais de cet outil-là, c'est possible d'en commander des copies papier comme celle-ci, mais je sais que c'est possible de le consulter en ligne aussi. OK, bien, ce qu'on pourra faire, en fait, on pourra envoyer, en fait, le lien aux participants suite à la présentation d'aujourd'hui. D'ailleurs, je mentionne à tous les participants qu'on enverra, en fait, le lien pour consulter l'enregistrement du webinaire ainsi que la présentation, là, donc, de votre présentation, là, en format PDF, donc, pour consultation ultérieure. Puis, on pourra joindre aussi, là, le lien du document de l'outil dont vous parlez actuellement. Alors, ça pourra compléter, là, l'information. Parfait. Donc, bien, merci beaucoup à vous deux, Bruno, Sophie. Juste fermer ma petite caméra pour le reste de la présentation. Donc, je vous remercie beaucoup à vous deux pour votre participation. Merci également là, à tous nos participants d'avoir été en ligne avec nous aujourd'hui.
Donc, ça a été vraiment là, une présentation qui a été vraiment intéressante, puis un échange aussi qui a été vraiment riche là, à la fin. Je suis très contente. Puis, avant de vous quitter, en fait, on veut simplement aussi remercier là, nos précieux partenaires. Les logos là, apparaissent là, à l'écran. Donc, juste passer à la prochaine diapo. Merci beaucoup, Sophie, Bruno. Donc, voilà, je remercie particulièrement Canada-Vie, en fait, Great West Canada-Vie, qui était le présentateur officiel de ce webinaire d'aujourd'hui, donc qui a pu laisser la place là, à Revive pour présenter donc ses services et le soutien à l'autogestion. Alors, donc, on remercie l'ensemble de nos partenaires là, pour appuyer la mission du groupe Entreprise en santé. Et puis, n'hésitez pas, vous avez également là, les coordonnées de Bruno et Sophie, ainsi que celles du groupe Entreprise en santé, si vous avez besoin de communiquer avec nous là, ultérieurement pour répondre à vos questions. Alors, merci à tous et je vous souhaite un bon dîner, une belle journée. Au revoir. Merci.